Shalom à toutes et à tous, bonsoir. On se retrouve grâce à Midreshet Yuda Manito pour écouter les enseignements du Rav Shmuel Uziel sur la paracha. On est paracha de Bo, ça y est, on sort d'Égypte et Ok. Je t'ai pas entendu. Tu as fini ta présentation? D'accord. Erev Tov. Slicha, le truc n'était pas branché. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on va essayer dans la paracha de Bo de parler d'un thème qui n'est pas courant en général et qui va porter plutôt pour Pessah. Alors, pour ceux qui veulent, je vous conseille de garder ce cours pour Pessah, pour la nuit du Seder. Vous pourrez comme ça vous en servir pour donner une coloration un petit peu différente à votre soirée de Pessah. Et pourquoi aujourd'hui c'est un peu différent? Parce qu'on sait très bien que la paracha de Bo, c'est évidemment la paracha dans lequel on finit les 10 plaies, et on sait qu'à partir de la semaine prochaine, Béchalach, Yitro, Mishpatim, etc., on va sortir, le peuple d'Israël est devenu un peuple, on va sortir d'Égypte enfin et on va pouvoir véritablement commencer l'histoire d'Israël. Mais au milieu de cette paracha, il y a quelque chose qui est c'est toi très qui m'as important appelé. et qui C'est nous l'écoute rappelle maintenant qui a la soirée du Seder. En voilà. effet, c'est le fait qu'on a deux commandements dans la paracha qui ne portent pas directement sur quoi faire, mais qui parlent plutôt de l'avenir. En effet, je parle des deux commandements que je vais juste vous montrer, ça va être plus ou moins le seul texte qu'on va voir aujourd'hui. Euh, voilà. Si vous regardez bien, vous voyez devant vous, il y a deux textes dans la paracha, dans Shemot Yud Gimel Gimel, Zachor et hayom hazeh asher yatzatem mimitzrayim mibet avadim, ki bechozek yad otzi Hashem etchem mizeh. Donc c'est un verset pourtant très simple qui nous dit, il faut se souvenir de ce jour, le jour où on est sorti d'Égypte, parce que c'est Dieu, par sa force, qui nous a fait sortir de là-bas. Puis, on voit apparaître un autre commandement un peu plus loin, quelques versets d'après. On nous dit Veigata levincha bayom hahu lemor, c'est ce qu'on dit dans la Haggadah de Pessah, Ba'avurze asa Hashem li betzeti mimitzrayim. Donc, on voit bien apparaître dans la paracha, on voit bien apparaître en fait deux commandements complètement distincts. Qu'est-ce qu'on voit apparaître? D'une part, on a un commandement, une mitzvah qui est Sipur Yetziat Mitzrayim, et une autre qui est Zachor Yetziat Mitzrayim. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on nous dit aussi de l'iskor, c'est-à-dire que on nous dit très souvent Vayom hazeh zikaron yeh lachem v'chagotem chag l'Hashem, etc., etc. Zachor et hayom asher yatzatam mimitzrayim mibet avadim. Donc, on voit bien qu'il y a toujours une mitzvah particulière qui est la mitzvah de se souvenir de la sortie d'Égypte. Puis, comme on l'a vu maintenant, il y a aussi la mitzvah qui dit Vehigadeta, tu vas raconter la sortie d'Égypte. Alors, pourquoi ces deux commandements? Et pourquoi, en fait, on a besoin de dire qu'il faut se souvenir ou qu'il faut raconter? Pourquoi pas tout simplement dire, il y a une fête qui s'appelle la fête de Pessah et qui, comme son nom l'indique, commémore la sortie d'Égypte. Si ça commémore la sortie d'Égypte, eh bien ça veut dire qu'il faut avoir en mémoire la sortie d'Égypte. Mais pourquoi ces deux choses un peu différentes qui sont raconter et se souvenir? En fait, vous pourriez poser la question, et qui est tout à fait légitime, de dire que la fête de Pessah, la soirée du Seder dans laquelle on va le voir, on doit à la fois se souvenir et à la fois raconter. C'est ça justement le but de la soirée du Seder, c'est parce qu'on doit faire les deux à la fois. Et là, c'est la question qui pourrait être, c'est qu'est-ce que ça peut bien nous faire? C'est-à-dire, en gros, pourquoi on a besoin de faire des commémorations? Et la question, en fait, qui est plutôt, j'aurais pu dire plutôt moderne,
en tout cas contemporaine, je ne sais pas si moderne, parce que peut-être que la modernité n'y est pour rien, mais en tout cas certainement contemporaine. Et si jamais on ne le fait pas, on ne veut pas faire la... J'ai pas envie de raconter à mes enfants, j'ai pas envie de me souvenir, j'ai d'autres choses à faire, je dois me souvenir du numéro de téléphone, je dois me souvenir de plein de choses, j'ai pas envie de m'embarrasser à d'essayer de se souvenir de tout ça. Alors, est-ce que c'est tellement grave? C'est ça la question. Alors, pourquoi c'est grave dans le monde contemporain? Eh bien, parce qu'il se trouve en fait que les sociétés modernes sont extrêmement fragmentées. On sait qu'avec les opinions politiques, il n'y a pas deux juifs qui n'ont pas trois idées ou qui n'ont pas trois avis. On sait bien que sur les identités, alors j'en parle pas, entre les juifs, les autres, il y a ceux-là et il n'y a pas ceux-là, et même parmi les juifs, alors il y a ceux qui sont ashkénazes, ceux qui sont sfarades, ceux qui sont ni l'un ni l'autre, ceux qui sont les deux à la fois, ceux qui sont des sfarades qui veulent devenir ashkénazes, etc. Avec simplement le binaire sfarade-ashkénaze, on arrive à créer 6, 8 groupes différents de gens sur lesquels on se greffe. Et il y a aussi une fragmentation extrêmement importante en dehors de celle de l'identité et des récits donc de ces identités. Il y a véritablement euh, savoir comment on va pouvoir exprimer le récit d'Israël. Voilà, c'est très important comme question parce que aujourd'hui, les récits d'Israël sont d'une certaine façon contradictoires. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui voient la manière de raconter Israël, l'histoire d'Israël, du point de vue de la puissance politique et la puissance militaire et la puissance des dirigeants. Il y en a qui vont parler, non, on va plutôt parler de la vie courante des gens et de la manière dont dans la manière dont ils évoluent, etc. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut parler d'une mémoire glorieuse, il faudra peut-être parler d'une histoire officielle, il y en a qui vont parler de contre-histoire. Et donc, tout ça, ça pose une question qui est extrêmement importante et qui, à mon avis, va pouvoir, grâce à la soirée de Pessah et grâce aux mitzvot que la Torah nous a donné dans la paracha de Bo, nous apporter une réponse. Cette question, elle est en fin de compte, est-ce qu'une collectivité ou une société peut continuer à perdurer sans un passé commun? C'est ça la question. Et aujourd'hui, plus qu'avant, parce que précisément, on est fragmenté. Avant, si vous regardez au temps du Moyen Âge ou même au temps de la Renaissance et après, on a rarement des gens qui remettent en doute leur identité ou l'identité de leur identité et des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement courant. Et c'est certainement pas une question nouvelle, parce que on sait que Platon, dans le politique, Aristote, dans le traité sur la politique, parle de toutes ces notions-là et on peut dire, ces tentatives de trouver une explication ou un moyen d'arriver à unifier des individus pour en faire une collectivité. Mais là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus important parce qu'il y a une espèce d'hyper-individualisme, une espèce de fragmentation identitaire qui ne permettent plus facilement de créer un groupe ou une collectivité, une communauté. On a tendance à se refermer sur nous-mêmes. Eh bien, c'est justement pour ça que la Torah nous dit, voilà, vous allez sortir d'Égypte. Alors, voyez-le maintenant sous l'angle de la mémoire, du souvenir. Donc, vous venez de sortir d'Égypte. Que nous dit la Torah? Elle nous dit, il va falloir maintenant que vous êtes devenu un peuple, c'est-à-dire en tant qu'individu. Je suis sûr que chacun d'entre vous, vous les Hébreux qui sont sortis d'Égypte, vous allez vous souvenir, tant et tant d'années que vous allez vivre sur terre, des magnifiques miracles que Dieu a fait, des punitions qu'il a données aux Égyptiens. Ce n'est pas un problème au niveau des individus. Mais il va falloir maintenant que les enfants d'Israël sortent d'Égypte, plus en tant qu'individus, mais en tant que peuple. C'est complètement différent. L'histoire de Abraham, l'histoire de Yitzhak, l'histoire de Yaakov, c'est sympathique, c'est une espèce de tradition familiale. On raconte, Yaakov a fait ça, je ne sais pas moi, Abraham a dit telle chose et sa femme a dit telle chose. Comme vous le remarquez, on raconte une histoire. Mais là, c'est différent. Il va falloir maintenant que le Abraham, je ne sais pas moi, Moshe, Aaron, Myriam, tous ceux qui vivent cette époque parlent de la sortie d'Égypte d'une même manière. Il va falloir maintenant instituer une mémoire. Une mémoire de qui? Pas des individus.
Ceux qui ont vécu la sortie d'Égypte s'en rappellent, c'est pas ça le problème. Il va falloir que Am Israël se rappelle de la sortie d'Égypte. Ça, c'est pas du tout pareil. Et il faut donc instituer une mémoire. C'est pour ça qu'elle ne dit pas à la Torah, croyez en Dieu et Dieu est puissant et il vous a fait sortir d'Égypte. C'est pas ça que dit la Torah. La Torah nous dit, vous allez devoir vous souvenir, sous-entendu d'une manière équivalente. Tout le monde va devoir se souvenir. Vous allez devoir raconter et transmettre. Et donc, la Torah nous dit que sans une mémoire partagée, et c'est ça tout le but de Zachor et Hayom Hazé, okay, eh bien, pourquoi, sans une mémoire partagée, alors le peuple n'a pas d'unité, ou plutôt il n'a pas d'unification. On ne peut pas être unifié sans qu'on ait une mémoire partagée. Sans le récit transmis de l'histoire de la sortie d'Égypte, eh bien, chaque génération vit de manière individuelle et vit d'une manière coupée. En fait, il n'y a pas de passé commun. Et c'est ce passé commun qui va pouvoir nous donner la possibilité d'un avenir collectif. Donc, quand les enfants d'Israël vont sortir d'Égypte, il va falloir donc maintenant que la Torah, Dieu, prenne en main tout le problème de la suite de la sortie d'Égypte. C'est ce que j'appelais le futur lointain. Il y a un futur lointain, c'est de savoir que va devenir le peuple d'Israël dans 5000 ans. Comment va-t-on en faire quelque chose? Ils sont là. Il y a maintenant Shishim Ribo, c'est-à-dire, je sais pas moi, 600 000 personnes qui sont sorties, même plus, en fait, c'est des millions. Et donc, quand ils sont sortis, il va falloir maintenant faire ce qu'il faut pour que le peuple soit un peuple et soit pas simplement la somme d'individus. Parce que le jour où la somme d'individus se désagrège parce que, tout simplement, les individus vont tout simplement mourir, décéder, eh bien, le peuple en tant que peuple sera terminé. Il y aura 6 millions d'individus qui vont se balader là-bas dans le Moyen-Orient et qui vont se balader en terre de Canaan. Mais pour que ça soit un peuple, il faut qu'il y ait un passé commun, une mémoire commune. À ce moment-là, ils auront aussi un avenir collectif. Et c'est donc ça dont on parle d'ici dans la paracha. La paracha nous dit, vous devez vous souvenir. Vous devez vous souvenir. Alors, je me souviens, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire que je me souviens? C'est-à-dire qu'il va falloir trouver le moyen de créer une mémoire commune. Pourquoi? Parce que vous allez aussi raconter. Vous allez raconter pour pouvoir aller vers l'avenir. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut véritablement un passé commun pour un avenir collectif. Donc, on va créer le passé commun, c'est la mitzvah de Zachor, et ensuite, vous allez pouvoir créer un avenir collectif. Ça va être la mitzvah de l'Essaper et de Bincha, de raconter. D'où on voit bien que dans la soirée du Seder et donc dans la soirée de Pessah, eh bien, on fait exactement ce que la Torah nous demande. C'est-à-dire, on se rappelle, on se souvient de la sortie d'Égypte, mais on fait le véritable cérémonie de passage du savoir, de passage du souvenir à la génération suivante, pour que la génération suivante ne soit pas une génération qui s'invente, mais une génération qui soit la suite de celle qui l'a précédée, c'est-à-dire de ceux qui ont le souvenir. Alors, il va falloir donc maintenant essayer de comprendre plus en avant. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de mémoire? Et alors là, ça va devenir très très compliqué parce que j'imagine que vous, comme moi, quand on nous dit Vezacharta et Yom Yatzata Mitzrayim, ok, on comprend. Bah alors, on va s'en souvenir. Bon, c'est très simple. Mais en fait, c'est pas du tout facile à comprendre. En tout cas pour moi. J'espère que pour vous, ce sera plus facile. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je sais ce que ça veut dire, et encore, on va voir tout de suite que c'est pas clair. Je sais ce que ça veut dire la mémoire d'un individu. C'est-à-dire, vous, moi, on se rappelle des souvenirs d'enfance, ce qu'on a eu, ce qu'on a fait, les expériences qu'on a vécues, les gens qu'on a rencontrés, etc., etc. Tout ça, ça fonctionne, sauf que, on va le voir tout de suite, c'est pas très clair non plus ce qui se passe. Mais maintenant, la question qui se pose vraiment, comment fait-on pour créer ou absorber ou mettre en œuvre un souvenir collectif? Comment fait-on pour, en tant que groupe,
créer une mémoire du groupe, une mémoire collective. On peut poser la question la plus simple possible, et à ce moment-là, vous verrez quelle est sa profondeur. Comment un groupe se souvient-il de quelque chose? Et c'est ça la question qu'on va se poser ce soir. Essayer de comprendre comment la Torah essaye d'y apporter une réponse. Comment Am Israël en tant qu'âme se souvient-il? Je sais ce que ça veut dire se souvenir chacun d'entre nous. Et on va voir tout de suite que c'est pas du tout évident que de ce qu'on parle. OK. Alors, celui qui s'occupe de ça, enfin en tout cas celui pour nous, Français, en tout cas d'origine, même si on n'est pas français de cœur, mais en tout cas français d'origine, euh, on se rappelle, tout le monde connaît, il y avait un célèbre philosophe qui était sociologue et qui a travaillé toute sa vie sur ce qu'il appelle la mémoire collective, la mémoire, etc. Il s'appelait Maurice Halbwachs. Et donc ce Maurice Halbwachs, pour ceux qui ne savent pas, 1877-1945. J'ai vérifié dans Wikipédia. Et donc, euh, ce monsieur, il a essayé de théoriser, de créer une théorie de ce que c'est que la mémoire collective. Alors là, vous allez peut-être un peu surpris, voire choqué, voire les deux. Il nous dit que d'après lui, il y a une contre-intuition pratiquement scandaleuse pour nous tous, c'est qu'on ne se souvient jamais seul. Je répète, on ne se souvient jamais seul. Que veut dire Alvas, pardon? Il veut dire comme ça, on a l'évidence, nous, on sait, très bien, je me rappelle quand j'étais à l'école, je me rappelle, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mes parents m'ont donné ci, mes parents m'ont pris ça, je me rappelle de tous ces trucs-là. Donc c'est mes souvenirs, ce sont mes expériences. Or, Alvax nous dit, vous faites une erreur, il y a quelque chose d'autre. Le souvenir individuel, quel qu'il soit, s'appuie nécessairement sur des cadres sociaux. La famille, l'endroit d'où tu viens, le lieu, la religion, la nation. Et précisément, les souvenirs d'enfance, c'est l'exemple qu'il prend, vont nous apporter une illustration très intéressante de son idée. Il nous dit, voilà, en fait, on se rappelle de ce qu'on a fait dans notre enfance. Mais, demande Alpvax, est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous vous rappelez exactement de tout ce que vous dites vous rappeler dans les détails et avec les précisions que vous apportez? Peut-être, dit-il, mais c'est pas seulement peut-être en fait. Il dit en fait, quand on regarde bien, mélangé à des souvenirs qui sont mes souvenirs, il y a des récits familiaux, des photographies, des anecdotes, des choses que j'ai entendues à l'époque de ce qu'il y avait et qui sont mélangées dans ce souvenir qui est mon souvenir personnel. Même si on regarde des souvenirs d'enfance qui sont en général personnels, ils sont en fait le fruit d'une espèce de reconstruction à partir de ce que j'ai vécu et dont je me souviens, mais même dans ce que je me souviens en tant que vécu, il entre une certaine forme de récit, on va les appeler comme ça, qui s'y sont intégrés. Il y a certaines scènes ou certains détails que j'ai pas vraiment vécu. Mais pour moi, c'est bien évident qu'ils sont tels qu'ils sont. Pourquoi? Parce que je sais que on nous a raconté, je sais que c'était comme ça, je sais que ça voulait dire telle chose. Eh bien, on peut dire d'une certaine façon, le rapport père, père-enfant, par exemple, un enfant qui se rappellerait de ce que son père lui a dit et de ce que son père lui a raconté tel jour, va nécessairement être influencé la manière dont il se rappelle par la personnalité de son père, par ce que son père était religieux ou pas religieux, etc., etc. Tout ça, c'est ça qui forme le souvenir. Je rappelle d'ailleurs que si vous essayez de vous souvenir maintenant, je ne sais pas, d'une conversation que vous avez eue et dont vous avez le souvenir, je peux dire comme ça, globalement, eh bien, dans cette souvenir de la conversation avec vos parents ou avec un de vos parents, vous allez vous rendre compte que vous vous rappelez du souvenir, mais par exemple, vous ne vous rappelez pas vraiment du visage, vous ne vous rappelez pas du jour, mais vous savez que c'était un soir. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de choses et petit à petit, on reconstruit. Oui, si c'était un soir, c'est nécessairement que j'étais avec lui dans la salle à manger. Est-ce que vous vous rappelez la salle à manger? Pas vraiment. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, vous allez vous souvenir
de la salle à manger? Ah oui, évidemment. On était dans la salle à manger, il m'a demandé telle et telle chose, etc. Mais tout ça, ça s'est reconstruit avec le temps. Et donc, Alvax nous dit, il faut faire très attention. Il n'y a pas toujours d'adéquation directe entre le souvenir que nous avons vraiment eu, ce qui nous reste dans la mémoire, et ce que l'on appelle le souvenir de cet événement. Et d'ailleurs, il y a autre chose aussi. Est-ce qu'on ne se souvient pas avec des mots? Est-ce qu'on n'est pas raccroché à certaines dates temporelles? C'était un Shabbat. Quand vous dites c'était un Shabbat, ben non, c'était peut-être un Shabbat, oui, mais non, dans le sens que c'était au moment de la conversation, vous n'étiez pas conscient que c'était Shabbat particulièrement, ça n'avait pas d'importance. Mais pourquoi maintenant ça en a pris une? Parce que c'était Shabbat. Et pourquoi c'est important pour vous que ça soit Shabbat? Parce que Shabbat, c'est important à vos yeux. C'est déjà une notion différente qui est venue s'introduire dans le souvenir. On se rappelle, par exemple, c'est à tel endroit. Et on se rappelle, j'étais seul ou j'étais avec quelqu'un. C'est-à-dire, nous dit-il, la mémoire individuelle, c'est une phrase de Halbwachs, il dit, est-ce qu'au fond, c'est pas un point de vue sur la mémoire collective? Autrement dit, c'est-à-dire, mon souvenir personnel est une perspective individuelle et singulière de signification collective qui existait avant moi et qui certainement me survivront, dont moi je fais partie par hasard, au passage. Et donc, nous dit-il, euh, vous vous rendez compte? Vous parliez tout à l'heure de comment peut-on créer des souvenirs collectifs à partir de souvenirs individuels. Ben, dit Halbwachs, ben, tout simplement peut-être parce que avant d'être des souvenirs individuels, il y avait déjà quelque chose de collectif dans le souvenir. C'est-à-dire, avant que vous vous rappeliez vraiment ce qui est, bien, vous aviez déjà des catégories de pensée, des catégories de réflexion qui étaient collectives et qui vous ont permis de structurer votre souvenir. La conversation qui vous a tellement marqué avec votre père, c'est une conversation qui a eu lieu Shabbat, le soir, dans la salle à manger, etc. Tout ça, ça précédait la conversation elle-même. Mais pourtant, dans le souvenir de la conversation, c'est rentré. Maintenant, c'est définitif. C'est là-dedans. Va encore plus loin Alvax dans son livre qu'il a parlé, qu'il a écrit sur la mémoire collective. Il dit en fait, il se trouve que la société elle-même, pas seulement vous, mais la société elle-même, quand je dis vous, évidemment, je me contiens aussi là-dedans, hein, c'est bien clair. Et donc il dit, pas seulement nous, on va dire ça comme ça, pas seulement nous. Eh bien donc il dit, la société elle-même a besoin de construire, de produire une mémoire collective unifiée, que tout le monde parle de la même chose. C'est-à-dire que les membres d'une communauté, les membres d'un pays, les membres d'une nation doivent partager une représentation commune de leur passé. Parce que imaginez qu'est-ce qui se passerait si ce n'était pas le cas. C'est-à-dire, pour les uns, ce qui est important, c'est Vercingétorix et, je ne sais pas, et ceux qui ont suivi, et les Francs. Alors donc pour lui, c'est ça qui est véritablement important. Mais il y en a un autre pour qui c'est pas Vercingétorix, c'était le copain du village d'à côté, c'était Astérix et Obélix, et, et que après ça, lui, à part les Francs, il avait autre chose. La société ne pourrait pas être gouvernée parce que si les souvenirs ne sont pas communs, les souvenirs du passé, eh bien nécessairement, elle va se désagréger parce qu'elle va se décomposer en factions hostiles qui chacun va vivre selon l'histoire, le souvenir, la mémoire collective d'un petit groupe auquel il fait partie. Il y aura en fait, au lieu d'avoir un pays, une nation, il y aura une quantité astronomique de petits groupes qui vont vivre chacun selon leur mémoire, leur histoire, et ils se sentiront évidemment pas vraiment solidaires des autres. Donc, nous dit Halbwachs, il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, chaque société va naturellement sélectionner certains événements du passé, recomposer le passé selon les besoins du présent et essayer de transmettre à l'ensemble de la nation, du peuple, cette version commune de l'histoire, en fait. C'est ça ce qu'on fait. On recompose. Et donc cette tendance, évidemment, on va le voir chez Paul Ricoeur,
a une tendance à être à la fois manipulatrice et totalitaire, ben évidemment, puisqu'on va essayer d'imposer quelque chose comme ça, mais il n'y a pas le choix. Il va falloir essayer d'y arriver parce que c'est une nécessité fonctionnelle de la société et du pays. On ne peut pas faire ça autrement. Donc, ce que l'on apprend de Halbwachs, en tout cas, c'est à la question sur laquelle on se posait, est-ce qu'on peut passer de l'individu, la mémoire de l'individu à la mémoire collective? Ben, la question qu'on se pose, elle est plutôt dans l'autre sens. C'est comment fait-on une mémoire collective quand on sait que nos mémoires à nous se greffent sur cette mémoire collective? Je vous rappelle que peut-être vous pouvez regarder pour vous-même les cours d'histoire qu'on a eus en classe de, je ne sais pas, de 10e, 9e, 8e, nous ont certainement plus influencés que les livres d'histoire qu'on a pu lire à l'âge de 40 ans. Pour nous, dans l'esprit, on a une certaine structure de l'histoire de France qui fait qu'on la voit de cette manière-là. Imaginez nos enfants, aujourd'hui, s'ils écoutent Todalel, ils ne sont pas en France, ils sont ici, mais s'ils avaient été en France, quelle espèce de différence il y aurait entre nous et eux quand on voit comment eux apprennent l'histoire, dans lequel pour eux, on parle plutôt d'une histoire globale et pas du tout d'une histoire des rois et pas du tout une histoire des batailles, etc. Mais on leur enseigne tout à fait autre chose. Quel était le menu des paysans en France en 1312? Alors donc, c'est pas du tout le pareil, c'est pas du tout. Et on peut comprendre peut-être pourquoi aujourd'hui les jeunes sont un petit peu déconnectés de leurs parents, en tout cas au niveau de la mémoire collective. Alors la question est suivante. Alors, ok, si c'est manipulable ce genre de mémoire, la mémoire collective, alors ça veut dire que c'est faux alors? Est-ce qu'il y a une vérité historique? Alors à ce moment-là, tout est n'importe quoi. Il n'y a plus rien du tout. Puisque je peux dire, je peux inventer n'importe quoi, il suffit que je choisisse certains éléments de l'histoire et c'est vraiment ce que je vais faire. Alors d'abord, comme le dit Ricoeur, le montre très très bien, bah, notre mémoire globalement, et il va même beaucoup plus loin, il dit notre identité, elle est véritablement formée à partir de la mémoire personnelle dans laquelle j'ai choisi certains événements comme les événements fondateurs de mon identité et de ma vie. Je me considère comme vivant à partir d'un certain nombre d'événements qui sont les événements les plus importants. Il y en a eu d'autres, mais je ne les tiens plus en compte. Je les ai même complètement oubliés. Si vous regardez qu'est-ce que vous avez fait la semaine dernière, alors vous pouvez dire cette semaine, c'est la suite de la semaine dernière parce que la semaine dernière, j'ai fait ça, ça et ça. Oui, mais c'est vrai. Ça, c'est trois événements de la semaine dernière, mais il y en a à peu près un millier au moins que tu n'as pas pris en compte. Mais c'est comme ça que je vis. Mon identité est la suite de la semaine dernière parce que j'ai choisi tel et tel événement. Ce qui signifie que l'histoire, au sens moderne du terme, l'histoire, en fait, c'est une discipline qui va essayer d'établir des faits véridiques. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et vous comprenez combien l'histoire est à la fois vaine et à la fois inutile sous un certain angle. Pourquoi inutile? Parce qu'il y a tellement de faits qui se sont passés que je ne vois pas très bien à quoi sert de se rappeler, comme j'ai dit, du menu des gens en 1312 en France. C'est pas ça vraiment qui doit m'intéresser. Par contre, la mémoire collective, c'est pas l'histoire. C'est pas du tout l'histoire. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle veut véritablement, au sens propre du terme, créer une cohésion entre les gens, créer un lien et une relation entre les gens. Nous voulons nous souvenir. Pourquoi? Parce que nous voulons les mêmes souvenirs qui puissent nous permettre d'un vivre ensemble, que nous soyons véritablement ensemble. C'est pour ça que la mémoire collective va choisir dans l'histoire les événements qui lui semblent être les plus importants, elle va en minimiser d'autres et elle peut même, d'une certaine manière, déformer un petit peu ou embellir. C'est pas un défaut. Pourquoi? Parce que la mémoire collective n'est pas là pour faire mettre des livres dans une bibliothèque. L'histoire d'Israël 2026 ou Tafshin Pevav et dire voilà, c'est l'histoire d'Israël. Imaginez qu'est-ce qu'il y aurait dans ce bouquin. L'histoire d'Israël cette année. Vous vous rendez compte le nombre d'événements qu'il faudrait mettre là-dedans? On parle parce que ceux qui vont nous dire oui, c'était l'année de la guerre d'Iran avec etc., etc., etc.
Non, 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 ça marche pas du tout comme ça. Il va falloir y rentrer tous les événements qui concernent Israël, c'est-à-dire à peu près tous les événements que l'on a vécu, nous, en tant qu'individus. Alors, en fait, ce que veut faire la mémoire collective, elle veut donner à Israël une identité, premièrement. Deuxièmement, et c'est là que ça devient beaucoup plus important, donner des valeurs communes. Si on est seulement attaché, les Romains, par exemple, à des histoires militaires, à des victoires militaires, à l'utilisation de la force, à la mort d'autrui, etc., etc., ce sont les valeurs qui vont ensuite être transmises aux enfants et transmises aux générations futures. Il faut créer un sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que maintenant, j'appartiens à un peuple de guerriers. Imaginez le mythe de Sparte, parce que vous pouvez le vérifier, ce qu'on raconte sur Sparte est globalement ce que nous on avait entendu, une ville qui est remplie de militaires et de gens qui font la guerre, etc. C'est plus ou moins faux, mais quoi qu'il en soit, ça doit donner un sentiment d'appartenance. Je suis spartiate, donc je vais devenir militaire. Et évidemment, c'est là qu'on va voir que la Torah se définit d'une manière différente. C'est que non seulement elle va chercher à fournir des valeurs communes à Israël, mais la Torah veut aussi qu'il y ait une orientation morale. Juste pour donner un exemple, 1789, ben, vous avez tous à l'esprit ce qu'on vous a appris à l'école. Alors évidemment, il y a des choses pas très 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 belles qui se sont passées au moment de la Révolution et de la contre-révolution, etc. Bah, il y a des belles choses comme la déclaration du droit de l'homme, ça on en parle tout de suite, l'abolition des privilèges, évidemment, si on peut avoir un peu plus d'argent à gagner, pourquoi pas. Mais, par exemple, la terreur, Robespierre, les massacres de Vendée et de l'ouest de la France, etc. Bon, ça on passe pas, c'est pas tellement, non, ça fait pas bien sur la carte d'identité. Alors donc, ça, on passe ça sous silence. Donc, il faut comprendre que cette mémoire, c'est pas un mensonge, c'est la construction identitaire, c'est exactement le terme. Je rappelle que Manitou n'arrêtait pas d'utiliser ce terme. L'identité, 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 l'identité. Parce qu'il y a une identité à construire, l'identité d'Israël. Et il disait d'ailleurs, ouais, c'est vrai, il y a l'identité hébraïque, il y a l'identité Israël, il y a l'identité juive. Tout ça, ce sont des identités qui se créent au fur et à mesure de l'histoire. L'histoire se développe et on est passé des Hébreux à Israël, d'Israël aux Juifs, des Juifs aux Hébreux, etc., etc. Donc tout ça, c'est ce que nous demande de faire. Atkan, comme dirait Akafa Rishona. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu donc Alvaz qui nous a dit, voilà à peu près comment ça fonctionne. Est-ce que la Torah fait-elle la même chose maintenant? C'est ça qui va nous intéresser. Est-ce que la Torah, elle aussi, fait-elle ça? C'est-à-dire qu'elle va choisir, par exemple, chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est certainement, vous avez remarqué, comme quelqu'un l'avait dit, si c'était un livre d'histoire, pourquoi on ne raconte pas ce qui s'est vraiment passé? Comment ils se parlaient, qu'est-ce qu'ils arrivaient chaque jour, quel était le menu qu'ils mangeaient à l'époque, etc., etc. Pourquoi on n'entend pas parler de tout ça? Eh bien, tout simplement parce que Zachor et Yatzata mimitzraim, veigata levincha, en fait, ça vient en fait nous dire que la sortie d'Égypte, c'est un noyau identitaire. C'est un noyau identitaire. À savoir, la sortie d'Égypte, c'est l'événement le plus mentionné de la Torah. Si vous regardez, évidemment, dans les Aseret Adivrot, dans les Brachot, le Kiddush de Shabbat, le Kiddush des fêtes, Zecher Letziat Mitzrayim, Zecher Letziat Mitzrayim, qui Vedaïta Be'eret Mitzrayim, dans des dizaines de fois dans les mitzvot, dans les Tfilot, on rappelle Letziat Mitzrayim plusieurs fois, dans la Haggadah de Pessah qui est construite tout autour de ça. Et pourquoi cette insistance sur Yetziat Mitzrayim? Alors, si vraiment Yetziat Mitzrayim, ce n'était qu'un événement qui doit être inscrit dans un livre d'histoire, c'est-à-dire un événement dont il faut se souvenir comme événement historique d'Israël, bah, il n'y aurait pas besoin d'en faire un tel tralala. Alors, on aurait écrit un livre d'histoire et on peut le mettre. Je rappelle, le Zohar, très très souvent, écrit cette phrase, si vraiment la Torah était un livre d'histoire, il faut reconnaître que les livres d'histoire créés par les goïms et les nations sont bien meilleurs que ça. C'est ce que le Zohar dit lui-même. C'est-à-dire, il nous dit, en tant que livre d'histoire, la Torah, c'est pas un livre d'histoire. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il dit, la sortie d'Égypte, c'est un souvenir
qui n'est pas seulement un souvenir historique, c'est le socle sur lequel Israël va construire son identité. C'est un événement fondateur qui transforme un groupe d'individus esclaves en Égypte en peuple, qui a transformé des individus en nations. Et c'est pour ça qu'on s'en souvient, parce que on peut dire la Torah repère dans la sortie d'Égypte l'événement fondateur qui fait qu'il y a un peuple d'Israël. Sans la sortie d'Égypte, il y aurait peut-être eu des tribus, autant qu'on veut. Et il y a continué à en avoir après aussi. Mais dès qu'on sort d'Israël, eh bien, d'Égypte, pardon, dès qu'on sort d'Égypte, on se rend compte qu'il y a des tribus, mais elles ne sont plus identitaires. Elles deviennent, on peut dire, presque fictives. Il y a des tribus qui ont des fonctions. Mais quelles fonctions? Des fonctions à l'intérieur d'Israël. Ce qui est important, c'est le socle identitaire Israël. On est Yehuda dans Israël. On est Kohanim, Lévi'im, etc. en Israël. Pas dans le pays, mais dans le peuple, dans la nation. Parce que le peuple est uni et que tous se rappellent le fondement. Yetziat Mitzrayim. Et donc, en fait, la Torah, quand elle dit Zachor, elle nous dit, voilà, on veut que ça soit un événement que tous se rappellent, parce qu'il fait partie du patrimoine d'Israël, il fait partie de l'identité d'Israël. C'est cela. Et donc, quand on vient et on nous dit Zachor, Asher Yatzata Me'eret Mitzrayim, Kol HaKavod, Toda Rabba, ça veut dire que tu ne peux pas être Israël sans te rappeler de la sortie d'Égypte. C'est pas seulement un événement qui a eu lieu, mais c'est ça qui fait. Et donc, elle a institué, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, elle a institué la Torah, Yetziat Mitzrayim, comme quelque chose d'obligatoire, une mémoire obligatoire. Et donc, c'est un récit fondateur, un point de ralliement, on peut dire, vers lequel tous les enfants d'Israël et toute l'identité juive va être rapportée. Et de ce point de vue-là, on peut dire que c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Pourquoi? Parce que, en fait, la Torah nous dit, OK, on a passé la soirée de Pessah, vous vous êtes rappelé d'Yetziat Mitzrayim, Vezacharta ke'eved haïta b'Mitzrayim, etc. Donc tout ça, c'est au niveau de la connaissance, c'est au niveau de l'abstraction, c'est au niveau de la mémoire, c'est au niveau du souvenir, c'est au niveau de la thématique et du concept. OK, tout ça, c'est formidable. Mais la Torah nous dit, c'est pas suffisant. Il y a maintenant autre chose dans cette mémoire collective. Il y a l'aspect concret, c'est-à-dire les mitzvot, les fêtes, les rites, etc., qui eux aussi sont Zecher Letziat Mitzrayim. C'est-à-dire que, en fait, elle nous dit, il y a un jour commémoratif de la Yetziat Mitzrayim, il s'appelle Pessah. Vous mettez des tfilines tous les jours, vous devez aller tous les jours avec les tfilines, Zecher Letziat Mitzrayim. Il y a Shabbat, même Shabbat est Zecher Letziat Mitzrayim. Sous-entendu, demande de l'Mefarshim, qu'est-ce qui se passe avec la création du monde? Est-ce que c'est un événement important? Ben oui, c'est peut-être l'événement le plus important. Réponse de la Torah, important? Non, pas vraiment, non. C'est pas du tout important même. Qu'est-ce qui est important? Yetziat Mitzrayim. Anochi Hashem Elokecha, Asher Otzeticha Me'eret Mitzrayim. Si j'ai le choix, dit Dieu, entre dire je suis celui qui a créé le monde ou celui qui vous a fait sortir d'Égypte, je préfère dire celui qui vous a fait sortir d'Égypte parce que c'est ça votre identité à vous. Vous êtes ceux qui croient en Dieu, ceux qui servent Dieu, c'est-à-dire vous êtes ceux qui sont rattachés du point de vue de la mémoire et du souvenir à Yetziat Mitzrayim, pas la création du monde. Ça, les autres nations, eux, ils peuvent se rattacher à la création du monde. Mais vous, vous devez faire Yetziat Mitzrayim. Quel est le premier mois? Nissan. Pourquoi? C'est le mois dans lequel il y a Pessah, le mois dans lequel on fête Yetziat Mitzrayim. Donc, la Torah, elle nous dit en fin de compte, je ne te demande pas de te souvenir, c'est-à-dire qu'une fois par jour, tu dois ouvrir un livre, regarder Yetziat Mitzrayim. Vous savez, à la fin de la Tfila de Shacharit, dans les Sidurim, si vous regardez bien, il y a dans certains Sidurim, Esser Zichronot. Chaque fois que la Torah demande Zachor quelque chose, Zachor et Salecha Amalek, etc., alors il y en a qui ont fait la liste, il y en a 10, comme ça, 10 Esser Zichronot. Et parmi un, il y a évidemment Yetziat Mitzrayim. C'est vrai, ils ont raison, c'est vrai. C'est 10 choses dont il faut se souvenir, mais ils font une erreur. Pourquoi ils font une erreur?
La Torah a dit de se souvenir de Yetziat Mitzrayim, mais pas du tout de la même manière qu'elle nous a dit Vezacharta ki eved haïta b'Mitzrayim, ça oui, mais pas par exemple, je ne sais pas moi, Vezacharta et asher asa lecha Amalek. C'est pas pareil. Amalek, c'est pas un événement fondateur. Il faut s'en souvenir, oui, d'accord. Ça peut rester au niveau du souvenir, au niveau de la connaissance. Mais Yetziat Mitzrayim, c'est pas au niveau de la connaissance, c'est au niveau de l'existence, c'est au niveau de la vie. On se rappelle de Yetziat Mitzrayim comme quelque chose qui me fonde, qui me crée, qui me supporte, qui me transporte. Et donc tout ça, en fait, c'est la Torah organise et elle nous dit Yetziat Mitzrayim, vous allez voir votre temps, le calendrier, vos pratiques, votre corps, etc. Tout ça, ça va tourner autour de Yetziat Mitzrayim. Parce que Yetziat Mitzrayim, c'est un événement fondateur de l'identité même d'Israël en tant qu'Israël. Sans Yetziat Mitzrayim, eh ben, on est déconnectés les uns des autres, on n'a plus rien à voir là-dedans. Euh, Quand on en arrive là, on va commencer à voir maintenant que tout ça, ça prend une valeur extrêmement différente quand on considère ce qui est écrit ensuite. En effet, Vezachartem ki avadim haïtem b'Mitzrayim. C'est écrit plusieurs fois. Devez vous souvenir de la sortie d'Égypte et du fait que vous avez été esclave. Et pourquoi? Parce que vous devez ne pas maltraiter les étrangers. Tu dois aimer l'étranger comme toi-même. Tu souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu dois protéger les esclaves. Tu te souviendras que tu as été esclave, c'est pour ça que tu n'as pas le droit de porter atteinte à l'étranger, à la veuve et à l'orphelin, etc. C'est-à-dire, la grandeur de la Torah, c'est de nous dire, il ne suffit pas de se rappeler simplement dans le souvenir, parce qu'à ce moment-là, comme j'ai dit, on peut très bien imprimer un livre d'histoire dans lequel ça va être écrit. On est sorti d'Égypte. Mais c'est pas ça que la Torah demande. La Torah demande, c'est que le fondement de la morale, du moussard social d'Israël soit lui aussi quelque chose qui découle, qui se déroule du souvenir de la sortie d'Égypte. La morale d'Israël vient, en tout cas de ce point de vue-là, de Zachartem chez Avadim Haïtem Bemitzrayim, que ça vient créer chez vous une conscience morale. En gros, la conscience morale, ce qui fait véritablement la Kdusha, comme le disait Manitou, c'est-à-dire la Kdusha que nous avons acquis en tant qu'Israël, nous l'acquérons en fait parce que il y avait la sortie d'Égypte et parce que nous nous en souvenons. Et si jamais on avait tendance à l'oublier, la Torah nous le rappelle. Vous allez être des êtres moraux, vous allez être des êtres de moussard, des êtres de moralité. Pourquoi? Parce que c'est une partie intégrante de votre identité. Ça vient, parce que vous avez été en Égypte. Et donc, la justice sociale, tout ce qu'on peut créer, y compris le Shabbat aussi, le souvenir, c'est donc pas pour la Torah une espèce de nostalgie. Je me souviens, je suis nostalgique. Ah, c'était bien à l'époque. Non, c'est pas ça. Ça veut dire ne pas se rappeler le bon vieux temps. D'ailleurs, le gars, quand il est vieux, il est bon. C'est déjà pas mal. Mais en tout cas, il dit, ça veut dire en fait que le souvenir, c'est aussi la pédagogie que la Torah a choisie pour nous inculquer les fondements de la morale. La Torah fonde la morale en l'homme grâce à quoi? Grâce au souvenir. Quel souvenir? Le souvenir commun. Le fait qu'on ait une mémoire commune. La mémoire commune d'Israël, c'est pas simplement un souvenir inscrit dans un livre, c'est un comportement permanent de chacun d'entre nous dans le quotidien, comportement qui nous amène petit à petit, comme disait Manitou, vers la Kedusha. Donc, quand on en est là, la mémoire collective de la Torah, c'est pas comme dit Alvax, uniquement pour créer une cohésion sociale, pour créer une nation. Elle est devenue maintenant la fonction éthique, morale d'Israël. En fait, elle définit quelles sont les normes de conduite de l'homme en tant qu'homme. Manitou disait toujours, qu'est-ce que c'est qu'être juif? C'est une manière d'être homme. Une manière d'être homme. Pourquoi une manière d'être homme? Parce que c'est ça qui nous dit être juif, être hébreu, être Israël, c'est ça qui nous dit comment se comporter.
Eh bien, ça, nous dit la paracha de cette semaine, elle nous dit, oui, 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 ça vient de Yetziat Mitzrayim. Parce que Yetziat Mitzrayim, ça fait partie de notre souvenir, de fondements de la mémoire commune d'Israël, et donc, on peut s'en souvenir. Et vous avez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on va pas se comparer avec les Palestiniens de l'autre côté de la frontière, enfin on espère encore plus loin que la frontière, mais on va sans se comparer définitivement à eux. Regardez, chez eux, tous leurs souvenirs nationaux, entre guillemets, parce qu'on ne va pas rentrer dans la polémique, mais on sait bien que ça n'a pas véritablement été ni un pays, ni une nation, ni ils n'avaient aucun territoire, etc., etc. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, euh, on ne peut pas remarquer. Tous leurs souvenirs sont des souvenirs de victimes, et donc leur réaction, c'est le terrorisme, la mort, une espèce de fascination de la mort. Tout le temps. C'est ça. Or, nous, on a la même chose exactement qu'eux. On a été victimisés vraiment quand on était en Égypte pendant des centaines d'années. Eux, ils n'ont même pas eu cette chance. Et on a souffert, on nous a massacrés, etc. Mais qu'est-ce qu'on en a fait, dit la Torah? On en fait un comportement moral, une éthique, un fondement éthique de la nation. Grâce à cela, on a créé une manière de se comporter qui est une manière éthique et morale. Contrairement à eux, il faut bien le reconnaître, qui, eux, du fait de ce qu'ils ont subi, ils en ont fait tout simplement une espèce de religion qui pleure à la mort. Il faut c'est non plus sans rappeler l'histoire des shahidim, dans lequel, quand est-ce que tu es kadosh? Chez nous, quand tu te comportes moralement. Et chez eux, quand tu meurs, en te battant. Voilà, c'est ça, deux sortes d'humanité, et à l'humanité de choisir ce qu'ils veulent. Donc, en tout cas, ce que l'on voit apparaître dans dans la parashat Hashavua, donc dans la parashat Bo, Dieu nous a libérés d'Égypte, eh bien, on peut faire confiance en Dieu. C'est-à-dire que, là, par exemple, au moment où les Bnei Israël vont rentrer en Canaan, Moshe Rabbeinu leur dit, Ata zacharta shakadosh baruchu a fait à Pharaon et à l'Égypte. Sous-entendu, tu peux avoir confiance en Dieu. Ce qui s'est passé se repassera ensuite. Donc, si on veut faire un petit résumé de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, eh bien, quelles sont les fonctions de la mémoire collective de la Torah? Eh bien, ce n'est pas du tout pour créer la cohésion sociale de Halvax. Pas du tout ça. La Torah nous dit non. Il y a premièrement une fonction identitaire. Qui es-tu? Un peuple libéré de l'esclavage par Dieu. C'est ça. Manito le rappelait en permanence. Il disait, on est l'exemple type et le seul d'un peuple qui a réussi à sortir de l'exil, qui a été libéré de l'esclavage. Personne d'autre n'a pu en parler. Deuxièmement, deuxième fonction de la mémoire collective, la fonction morale, la manière, le moussard, la moralité. Comment doit-on vivre? Comment? Avec compassion pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont étrangers, pour ceux qui sont opprimés. Et enfin, d'où tirons-nous notre force, fonction psychologique, du souvenir que Dieu a déjà accompli pour nous des miracles dans le passé. C'est ça qui nous fait notre force de vivre, notre force de continuer. Alors maintenant, vous allez me dire, OK, c'est terminé, on a fini la soirée de Pessah. Pourquoi on a fini la soirée de Pessah? On a compris qu'est-ce que ça veut dire la mémoire collective. On a compris qu'est-ce que ça veut dire le souvenir. Mais c'est vrai qu'il y a encore une autre mitzvah dont on n'a pas du tout parlé. Ouais, à côté de la mitzvah de Zachor, il y a la mitzvah Veigata levincha bayom hahu lemor ba'avur ze asa Hashem et Mitzrayim. La sortie d'Égypte, c'est aussi le sujet, le thème d'un récit, le thème d'une sippo. Et alors pourquoi? Parce que la mémoire, c'est ce qui va permettre à Israël de s'unir, comme on a vu, d'avoir les trois fonctions dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir la fonction identitaire, la fonction morale et, là, on peut dire, la fonction psychologique de l'unité. Mais il y a maintenant quelque chose d'autre qui va passer. Il va falloir maintenant non seulement créer une identité collective, mais il va falloir, grâce à la seconde mitzvah, qui est la mitzvah de Vehigata Levincha, passer à la narration en tant qu'acte lui-même, raconter
ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que maintenant, il faut fabriquer à nouveau le sujet individuel, personnel, existentiel. Grâce au souvenir, on peut dire, on a créé un nous avec une morale, un nous avec une histoire, etc., etc. C'est-à-dire, on est passé à l'état de peuple, pas simplement l'ensemble des gens qui sont sortis, on est devenu un nous. C'est grâce à la mémoire partagée. Mais à partir de cela, Veigata le bincha bayomahu lemor, ça veut dire, si vous avez remarqué dans la phrase de la Torah, il y a écrit Ba'avurze asali Hachem. Asali, pour moi. C'est-à-dire, pas pour mes ancêtres, pas pour le peuple d'Israël. La sortie d'Égypte et la soirée du Seder, donc le fait d'avoir dit je me souviens de ce qui s'est passé, c'est au niveau national. Je me rappelle ce qui s'est passé pour le peuple dans son ensemble. Mais moi, personnellement, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors il dit oui, maintenant, Veigata levincha. Parce que celui qui parle, c'est mon père. Et quand mon père en parle, visiblement, il n'est pas sorti d'Égypte. Peut-être son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père est sorti d'Égypte. Lui, il l'avait, mais lui, il ne l'a pas vécu. Et donc la Torah nous dit, non, non, tu dois maintenant transformer cette sortie d'Égypte qui jusqu'à présent t'a permis de t'intégrer globalement à l'intérieur d'Israël, qui a créé Israël avec un socle commun, un socle moral, un socle identitaire, etc. Eh bien maintenant, tu vas devoir, toi, t'y intégrer, toi personnellement. Et donc maintenant, c'est une espèce d'appropriation personnelle et individuelle que la Torah demande avec cette seconde mitzvah de Vehigata aux enfants d'Israël. Elle dit maintenant, le peuple ne pourra pas survivre seulement comme identité nationale. C'est pas suffisamment. Il faut maintenant que la mémoire commune puisse permettre à chaque génération de transformer cette mémoire en expérience intime et intérieure. C'est-à-dire, à l'opposé de Alvax, lui nous dit un peuple survit parce qu'il a une mémoire commune. La réponse de la Torah, c'est de dire non, c'est pas parce qu'il a une mémoire connue, mais c'est parce que chaque génération, chaque individu transforme cette mémoire commune en expérience personnelle, en identité personnelle. C'est ça qui fait la force du peuple. C'est ça qui fait la force du peuple. Le peuple, en fait, c'est pas simplement une entité qui englobe, mais c'est le fait d'être englobé me permet à moi d'englober l'identité, de faire de cette identité quelque chose qui est pour moi. Si la mémoire reste collective, dit la Torah, à ce moment-là, on sait tous que nos ancêtres sont sortis d'Égypte, et puis ça devient un événement que l'on décrit, puis un événement que l'on imprime quand on ne se rappelle plus de la description, puis un livre dans une bibliothèque, et en fin de compte, ça devient quelques bits 0,1 dans une mémoire d'un ordinateur. Et puis c'est tout. C'est ce qu'on appelle l'histoire. Si on cherche un livre d'histoire, c'est très facile, ça prend pas beaucoup de place dans la mémoire d'un ordinateur, on peut très rapidement sortir un livre entier. Mais c'est pas ça que la Torah nous demande. La connaissance sur le passé ne nous intéresse pas. Même le fait qu'il y a eu un événement fondateur comme ça non plus, ça ne nous intéresse pas. On veut faire l'expérience existentielle que ce qui s'est passé à l'époque, c'est pour moi, maintenant, aujourd'hui, tel que je suis. C'est-à-dire que la mémoire doit redevenir vivante, donc présente, donc qu'elle soit capable de me transformer, que je puisse me transformer et me reconstruire avec cette mémoire. C'est pas du tout savoir ce qui s'est passé, mais c'est la manière d'habiter le présent. Je rappelle ce que disait Manitou. Qu'est-ce que c'est qu'être juif? Être hébreu? C'est une manière d'être homme. C'est une manière d'exister et d'habiter le présent. Et c'est pour ça que la Mishnah nous dit, tout le monde la connaît, c'est évident. Il faut véritablement que ça soit comme ça. Je dois me voir comme sorti d'Égypte moi aussi. Et donc la mémoire collective qui crée le nous, le peuple d'Israël, qui sont sortis d'Égypte, doit devenir maintenant une mémoire personnelle. Alpvax nous avait aidé déjà. Il nous a dit, faites attention, la mémoire personnelle se crée autour d'éléments de la mémoire collective. Et bien, il nous dit, c'est moi en tant qu'individu qui suis sorti d'Égypte. Et donc, évidemment, il faut faire attention de ne pas non plus inventer n'importe quoi. Et donc, la différence
entre le premier mouvement qui est le passage de l'individu au peuple. Comment se fait-il? Comment on l'a vu? Grâce au souvenir, mais un souvenir qui est un souvenir identitaire, un souvenir, un souvenir de morale. Eh bien, il dit maintenant, par le fait que l'homme choisit, chacun d'entre nous, l'individu, choisit consciemment, volontairement, de tout son cœur, de toute son âme, d'être prendre place dans le récit collectif, c'est ça qui fait que véritablement, c'est un récit qui va véritablement concerner, on peut dire, Israël et concerner comment on appelle ça, la valeur de ce que c'est Israël. Donc, quelle est la différence avec Alpvax? Ben, elle est très simple. Pour Alpvax, il faut une mémoire pour créer une cohésion. Pour Israël, on veut une mémoire qui va engendrer une conscience morale. C'est ça ce qu'on veut. On veut que le souvenir de Yetziat Mitzrayim, c'est que chaque juif, chaque génération, c'est pas de savoir intellectuellement qu'il est sorti d'Égypte, c'est que cette sortie d'Égypte devienne une expérience intérieure qui se traduit chez lui par le comportement moral, par le comportement de la Kedusha. Et c'est pour ça que la nuit du Seder a une telle valeur et une telle, peut-être, j'aurais pu dire, une telle publicité de ce point de vue-là. Enfin, pour terminer, je dirais qu'il y a encore une autre petite dimension qui est importante. Pourquoi on a besoin de raconter? C'est-à-dire de faire une soirée, une véritable cérémonie dans laquelle on va raconter les Zacharta. On pourrait dire chacun pour soi, Dieu pour tous. On n'est pas obligé de venir faire comme ça, de faire tout un truc. Mais en fait, il y a quelque chose qui est différent. Il y a le fait de parler, le langage. Le langage. Quand on regarde le langage et la parole, en général, c'est, j'aurais pu dire, informatif. Pourquoi parle-t-on? Parce que j'ai une information à te parler. Si la nuit du Seder, si pour accomplir la mitzvah de la Torah Veigata Levincha, je fais cette mitzvah-là pendant le Seder, eh bien, quand je fais cette mitzvah-là et je répète simplement un fait historique, alors j'ai accompli quelque chose. C'est quoi différent? C'est-à-dire, il y a un acte, c'est pas seulement une information. S'il s'agissait de transformer une information, on dirait à chaque enfant en Israël, voilà la Haggadah, apprends ça par cœur. Donc, on repart. Mais c'est pas ça. Il y a une parole entre les parents, entre le père et les enfants. Et donc, dans cette parole, c'est pas simplement raconter un fait historique, c'est accomplir quelque chose. C'est ce qu'on appelle dans la philosophie du langage, notamment chez un philosophe anglo-saxon qui s'appelle Searle, il disait c'est ce qu'on appelle un acte de langage performatif. Pourquoi performatif? Parce qu'au lieu de décrire une réalité, faites bien attention, c'est pas je décris pas la sortie d'Égypte pour mes enfants le soir du Seder, quand j'accomplis la mitzvah de Veigata, mais je crée une réalité. La réalité maintenant est différente grâce au récit de l'Etziat Mitzrayim le soir. Pourquoi? Ça ressemble beaucoup plus au Rav qui dit maintenant, le mari dit Areat Mekudeshet Lit, tout le monde dit Mekudeshet, Mekudeshet. Quand on dit Mekudeshet, c'est un acte qui fait que, ok, à partir de maintenant, tu es considéré comme marié. Ou quelqu'un qui vient devant le tribunal et qui dit Omer Aninishba, je suis prêt à jurer. Ces phrases ne décrivent pas quelque chose quand tu dis je jure ou Mekudeshet. C'est pas, je raconte pas une histoire, elle est Mekudeshet. Non, ma femme Mekudeshet, ça veut dire elle devient Mekudeshet. Grâce à quoi? Grâce aux paroles, grâce au langage. Et donc la même chose, le récit du soir de Pessah, chaque fois qu'on accomplit la mitzvah de Veigadeta, les bincha, dans toutes sortes d'occasions, eh bien en fait ça actualise, ça rend présent et ça fait exister maintenant ce qui s'est passé. On est véritablement non pas en train d'informer les enfants qu'il y a eu la sortie d'Égypte, on est en train de les transformer. On leur dit, vous êtes à l'intérieur d'un mouvement, d'un process qui vous mène jusqu'à un jour. Et donc, c'est véritablement une espèce de structure pédagogique qui se crée là, dans cette soirée de Pessah et dans la mitzvah que l'on lit cette semaine de Veigadta Lubincha. Et donc, si je voulais résumer complètement ce qu'on a dit ce soir, je dirais qu'en fait, la Torah ne transmet pas de contenu, elle transmet une certaine forme, elle transmet une manière d'être,
elle transmet une expérience. Les quatre fils de la Haggadah, derech Hagav, c'est exactement ça. On nous dit, il y a quatre fils qui viennent écouter la Haggadah. Pourquoi ils viennent? Parce que c'est quatre manières de poser des questions. C'est-à-dire, la transmission ne peut pas être uniforme. Ça peut pas arriver chez tout le monde de la même manière. Ça change et il y a à chaque fois des richesses qui se créent à chaque fois qu'il y a un passage. Mais ce qui est véritablement important de noter, c'est que, en fait, le Vehigata Levincha, c'est pas pour créer l'identité d'Israël comme le Zachor, comme le souvenir, mais c'est ce qui actualise le passé, qui est une forme de pédagogie par le dialogue, qui permet de personnaliser l'expérience collective au niveau de l'individu. Et donc, c'est pour ça que la Torah nous dit dans la paracha deux mitzvot complètement différents. Une qui va sceller l'identité de la nation, l'identité du peuple, l'identité d'Israël. Et la seconde qui va permettre à chacun d'entre nous aujourd'hui de se rattacher avec cette identité créée pour l'ensemble d'Israël. Merci, Rav. Toujours fluide. Merci. Toda. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, Ravouziel, évidemment, évidemment. Vous avez parlé des livres d'histoire quand vous étiez à l'école. Oui. Je ne sais pas quel livre d'histoire vous avez utilisé, mais moi, je me rappelle, à Tunis, on utilisait les livres de Jules Isaac. Jules Isaac, je ne connais pas. Enfin, je connais aujourd'hui, mais à l'époque, certainement pas. C'est comme en littérature, on étudiait la gare des Michards et c'était tout. Hein. Oui. La culture Si française, vous c'était voulez, la vous gare des pouvez Michards. venir consulter ça ici, je l'ai. Non. Oui, je Alors, connais Jules Isaac, mais non. Nous, c'était dans les écoles en France, on n'étudiait pas Jules Isaac. On étudiait, je ne sais pas qui, je ne me rappelle plus de leur nom. À l'époque, je ne me rappelais plus. Non, Plus c'était leur nom, mais- à Tunis, dans des écoles de la mission culturelle française. Ah bon. Et on utilisait Jules Isaac. Non, Eh ça, bien, c'est autre chose déjà. Ça, c'est déjà autre chose. dans Jules Isaac, je n'ai jamais appris qu'il y avait des juifs dans le monde. Ah bon? Il ne le dit pas? Pas Non, un non. mot. C'est plus tard, quand j'ai commencé à apprendre l'histoire juive, quand j'ai commencé à m'intéresser moi-même à l'histoire juive, que j'ai vu les juifs de France, parce que c'était plutôt les juifs de France. C'était incroyable. Tiens. Et que je prends, et ben c'est là que j'ai appris que les juifs ont joué une part très importante dans la vie de la France, du début jusqu'à la Oui, fin. clairement. Oui. Mais Ravou- Julie, ça c'est... Très bien. Ouais. Très bien. Ravouziel, Oui, on Bakasha? a quand même les Aseret à Dibrot pour avoir un comportement moral. Comment se fait-il alors que le Yetziat Misraïm soit si fondamental? C'est absolument inimaginable. Donc, je pense que la question que vous posez, c'est justement la réponse. C'est-à-dire, par quoi commence la Aseret Adibrot? Anochi Hashem Elokecha asher tziticha meret Mitzrayim. Comme si la Torah nous Ah, disait, voici, vous êtes sortis d'Égypte, deux points, ouvrez les guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire? Lot tirtzach, lot inaf, lot ignov, etc. C'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire, toute la morale va découler de quoi? De Yetziat Mitzrayim. mais ça fait pas partie des 10 commandements. C'est pas un commandement. Ah, et si, Anochi Ma'amar ou Isra Divra ou. Ils disent que c'est aussi Aseret Advarim, ça commence avec Anochi Hashem Elokecha. Ah, d'accord, c'est C'est compris, le d'accord. premier commandement. Certains posent la D'accord. question en disant c'est pas possible, il n'y a pas de mitzvah là-dedans. Alors le Oui. Rambam dit par exemple c'est mitzvah Temuna B'Hashem et d'autres commentateurs, Ramban, Rav Kreskas et d'autres ne sont pas d'accord et disent non, c'est pas la mitzvah de ça, c'est la mitzvah de se rappeler que c'est Yetziat Mitzrayim. D'accord. Et c'est ça qui va définir le comportement, l'identité juive alors. En effet. Exactement. D'accord, merci beaucoup. Malheureusement, comme disait Martin Buber, c'est un échec total. Pourquoi? C'est un échec total parce que l'humanité tout entière connaît les 10 commandements maintenant depuis 5000 ans, 6000 ans, et Oui. il se comporte toujours comme il se comporte. Oui, mais enfin, ça définit l'identité juive, ça ne définit Ah pas oui, ça de ce l'identité point de vue-là, oui. d'autres Mais on peuples, voit des qu'en autres tant que peuples. ça aurait pu influencer les Ah nations. oui, d'accord, Martin d'accord, Buber disait quel échec, d'accord. c'est terrible. Moi, Dieu Mm. lui-même l'a donné, tout ça, et puis il n'y a rien. Les gens, ils Ouais. continuent. Il n'y a pas une halakha enfin, il n'y a pas une dibra des Aseret Adibrot que les goïms, et Oui. quelquefois malheureusement certains d'Israël aussi, Oui. ne transgressent. Merci. Rabouzier,
Si vous Oui, me le permettez, dans Bakacha. le début, dans le chat, la mémoire permet aussi de connaître Dieu. C'est-à-dire, C'est pas essentiellement l'identité, pas essentiellement l'identité, la mémoire, etc. Il est bien dit, le Pshat le dit, Veileman tesaper beozne bincha ou ben bincha, c'est très oui, intéressant, que ce soit non seulement le fils, mais le petit-fils aussi. oui. Asher italati b'Mitzrayim vetotot, asher samti bam, ki ani veidatem, ki ani Adonai. Ok. Peut-être que là, il faudrait le voir. Il est question de Peut-être. Yudke Vavke, bien sûr, mais Ok. il y a peut-être aussi la connaissance de Dieu passe aussi par la mémoire. Peut-être que là, il faudrait que je trouve des sources pour être vraiment précis. Et je ne les ai pas tout de suite sous la main. Mais Yutke Vavke, ça joue, oui, un rôle au niveau de la morale. Oui, En certainement, général, c'est considéré bien par sûr. rapport à Elohim comme Midat HaChesed et Midat HaDin. C'est-à-dire que c'est la bonté, il y a donc quelque chose de moral, le bien, le bon, qui a ni Il y a quelque Hachem, chose le Dieu du bon, du bien. de spécifique, de spécifique à Israël dans ce texte. Be'ozne, c'est très curieux cette Bincha ou manière. Ben Bincha. Parce que là, précisément, ça correspond à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la véritable transmission ne se fait pas directement de un à l'autre seulement, mais elle doit aussi continuer après. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir le regard tourné vers ce qui dépasse le présent, ou ce que Rosenzweig appelle notamment ce qui est à portée de main. Il dit, il y a des choses qui sont à portée de main, mon fils, il est à portée de main, je peux l'influencer. Par contre, influencer mon petit-fils, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Là, il faut un regard différent. Et c'est là qui fait la différence aux Enzweig entre ce qui est à portée de main et ce qui est à portée de l'œil. Enfin, bon, ça, Merci c'est beaucoup. pas exactement ça. Merci vivement Todarabah parce pour que votre remarque. Merci ce problème beaucoup. de la mémoire est tellement important dans la période que nous vivons actuellement. Et lorsque nous sommes en contact avec des jeunes, on voit que on n'insiste pas suffisamment là-dessus. Ouais. Enfin, de mon point de vue. Moi, peut-être que j'avais cet avis-là un peu avant, mais aujourd'hui, je suis un peu plus optimiste parce que je crois que la réaction de tous ces jeunes qui nous semblaient déconnectés, Oui, a c'est vrai. priori, de la Torah et de la Emouna au moment Merci. du 7 octobre, a prouvé beaucoup plus qu'on avait complètement tort. On n'a pas du tout compris qui ils étaient. On n'a pas du tout compris. Bezrat Hashem, s'il se révèle encore de belles choses. Bien, Hashem. Je peux dire quelque chose? Bevakasha. Oui. Youssef Non, après. moi, je dis, est-ce qu'on pourrait pas aujourd'hui dire, définir le juif, celui qui fait Pessah, celui qui dit ça, mais pas Oui, parce que ça vraiment, cette définition que vous avez, enfin, ce développement que vous avez fait, finalement, c'est mamache, on crée la oui, réalité. Donc, c'est ceux qui ne sont pas reliés à ça, sont pas juifs. je suis entièrement d'accord. Celui qui ne se sent pas concerné par Pessah et la sortie d'Égypte, et il s'est déconnecté. Il a perdu quelque chose. Mais d'un autre côté, il faut bien reconnaître que c'est une réalité historique. Israël, globalement, est attaché à la soirée du Seder. Oui. Globalement. Les gens sont globalement, même ceux qui ne sont pas vraiment religieux, il y a Yom Kippour, mais en tant que tekes, en tant que cérémonie, la cérémonie du Seder est sûrement la plus importante. Ouais. Toda Rabba. Bakacha. Merci encore. Oui. En termes de souvenirs, moi j'ai un souvenir qui n'a rien à voir avec le reste du monde. C'est la fois où j'ai eu une otite. Pardon, la fois où? Bon. Attends, il y a quelqu'un qui parle, j'entends pas. Léo, vas-y. La fois où j'ai eu une otite, je te garantis que je m'en souviens encore. Et il n'y a rien d'autre qui compte dans le monde. Mais je ne sais pas ce qu'il racontera avec ça à Vaz, mais moi, c'est une réalité. On me parle de mots d'oreille, oh là là, et ça revient. Ça, bon, ça, pour voilà, c'est une remarque par rapport à ce que tu disais. Il n'y a pas de souvenir individuel. Et dans ce cas-là, je te garantis qu'il n'y avait rien d'autre qui comptait. Ce n'était pas une question, c'est une remarque. Ma question, Ouais. c'est la Alors, suivante. je dirais avec un peu d'humour, tu me permettras de Vas-y. dire, c'est une manière de se rappeler de Shema Israël.
Pourquoi? Je comprends pas. Ben, t'as l'otite. Écoute, Israël. Écoute, Oh là, oui, bon, non, 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 enfin, non, bon, très bien. Merci, c'est le soleil du Mexique. Ma question est la suivante, c'est que oui, dans tout, magnifique ce que tu as raconté, mais il y a une dimension dans la notion de Zecher, de Zikaron, etc. C'est la dimension cosmique. c'est-à-dire, dimension de se Shamor et rappeler le monde entier? non, 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 le cosmique, ça veut dire que c'est un temps, il y a un vent de printemps qui souffle, de renouveau qui souffle, et je suis inscrit là-dedans. Celui qui est Israël, c'est celui qui a conscience de ce genre qui participe de ce mouvement. Shamor et Chodesh Aviv. C'est ça l'important. C'est là que réside enfin, Ouais, on peut ouais. voir la clé de ce que ça veut dire le zikaron. C'est pas un souvenir simplement factuel ou ponctuel ou matériel. Non, c'est un souvenir. Le monde est en train de changer. On sort on En sort fait, du froid. ta C'est la remarque, elle est justifiée peut-être parce que il y a, avec le Rav Kook, on retrouve un parallèle avec la notion de tchouva. Pour le Rav Kook, il dit la tchouva, évidemment, c'est bien ce qui est écrit dans tous les livres, que la tchouva, c'est quand tu as fauté, tu reviens vers Dieu, etc. Hum. Mais il dit la véritable tchouva, c'est pas quand toi tu reviens vers Dieu, c'est quand tu fais partie de la tchouva aolamite, qui est une C'est ça. tchouva pour c'est l'ensemble du réel qui revient et qui se rapproche de Dieu grâce à ta tchouva personnelle et grâce encore à d'autres qui eux aussi font tchouva. Alors c'est vrai qu'il y a cette dimension, mais je crois que au niveau du souvenir, effectivement, c'est plus difficile de le voir de cette manière-là, mais c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Enfin, moi, tu m'excuses, mais ça me paraît fondamental. Oui, non, je C'est suis à ça d'accord. qu'il peut arriver. Keili, où il y a ça, mais Misraïm. Mais c'est ouvert dans la tête. Si tu veux, Il y tu a, peux. Voilà, c'est ouvert. Je crois qu'il y a un très beau cours de Manitou sur le fait de savoir Dieu se souvient ou c'est nous qui nous souvenons. Je me rappelle plus, il y a quelque chose, je me rappelle, il y a longtemps, j'ai Oui, fait oui, le. c'est sur la paracha, sur un thème de Rosh Hashanah, dans le thème de Rosh Hashanah. Ah, voilà, exactement. La notion de Exact, Zikaron, exact, c'est exact. ça, c'est Voilà, ça. Oui, là-bas oui, aussi, il y a ça. absolument. Il me semble qu'il y a Est-ce ça, il y a ce que tu dis. tu t'en souviens, tu t'en souviens, Yeshicha, Lipnei Kisei Kebodecha, c'est dangereux. Le Ça va. souvenir. Zachar, Exactement. Tilach, Vani, Chesed Noaïr. c'est Ken, ça. Ken. C'est ce thème-là dont tu parles, je pense. Oui, oui, Bon, oui, en c'est tout cas, sûr. voilà, cette dimension de Zikaron, pour moi, elle est fondamentale, quoi. Elle est, Oui, oui, bon, je et suis tout d'accord. ce que tu as dit, pour moi, bon, ben, ça rentre là-dedans. D'accord, pas de problème. Je vois ça aussi comme ça. Merci. Toda Abba. J'ai une question. Bakasha. C'est à contrario de la mémoire, on a l'oubli. Est-ce que dans cette dimension de l'oubli, on pourrait parler d'un inconscient collectif pour Israël? Alors, je ne sais pas si c'est Jung ou un autre qui a parlé de ça. Et Est-ce qu'il y a de la conscience dans l'oubli ou pas? Alors là, je dois dire que j'avais préparé, dans le cours que j'ai donné maintenant, j'avais préparé une seconde partie, malheureusement. Je ne d'accord. suis pas arrivé du tout. Donc, du tout. Et cette seconde partie, elle nous aurait entraîné précisément sur le problème de l'oubli. Oui. Alors, c'est vraiment, ça va durer aussi longtemps que la Donc, la première sur le mémoire, bien problème du sûr. souvenir. Alors, voilà, c'est un peu compliqué, mais globalement, est-ce qu'il y a de la conscience dans l'oubli? Alors, justement, les psychanalystes disent que oui ou non. Enfin bon, c'est compliqué. Oui. Donc, est-ce qu'on oublie ou on veut oublier? Et donc, ça change complètement. Si on oublie parce qu'on a subi un oubli, ou bien on oublie parce que précisément on veut oublier. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous force à oublier. Je suppose que les psychologues pourront certainement expliquer ça de manière encore meilleure que nous. Oui. Voilà. Merci. בבקשה. Shabbat יופי, shalom. אז כל טוב ובשורות טובות. תודה. שבת שלום.